Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. On est dans la saison 3, on a déjà fait une petite dizaine d'interviews et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Eugénie Girardot. Bonjour Eugénie. Bonjour. Alors Eugénie, tu es cofondatrice de Max de Génie avec Maxime Soulier. Je vais essayer de ne pas me tromper. C'est très Et bien. voilà. Et du coup, tu vas nous expliquer un petit peu c'est quoi Max de Génie? Alors, Max de Génie, on permet à tous les grands gourmands de se faire plaisir sainement en 5 minutes top chrono, c'est-à-dire qu'on vous propose en fait plusieurs gammes de préparations culinaires à refaire à la maison, donc que ce soit du sucré, avec des préparations pour gâteaux qui vont avoir un impact réduit sur la glycémie, et également du salé. Plus récemment, on vient de sortir une gamme de préparations pour galettes végétales, donc pour remplacer un petit peu aussi la viande dans nos assiettes. Tout ça de façon 100% naturelle, puisque nous, notre créneau, c'est vraiment de vous dire, on vous permet de faire des repas sains, pas ultra transformés, avec des matières premières naturelles et que ça soit facile à refaire à la maison. Donc, vous avez juste besoin de rajouter des ingrédients frais, ça est souvent les œufs, la matière grasse et lait ou, par exemple, pour les galettes veggie. Et vous avez en moins de 5 minutes top chrono des gâteaux beaucoup plus sains pour la santé, avec un impact réduit sur la glycémie, ce qui veut dire que quand vous mangez une part de fondant au chocolat, vous avez le même impact qu'une pomme sur votre taux de sucre. Donc, c'est assez magique, entre guillemets. Vous pouvez en manger un petit peu plus que d'habitude et entre guillemets, ça ne va pas non plus disons, faire du mal à vos performances sportives ou vous faire du mal aussi, puisqu'on évite en fait le pic de glycémie, le coup de barre qu'on peut avoir directement après. Et sur les préparations salées, ça vous permet également d'avoir un bon apport de protéines végétales, de réduire un petit peu aussi notre consommation de viande pour protéger et notre planète et notre santé aussi. Bon, c'est super. Je suppose que c'est parti d'une idée et qui t'a amené du coup à avoir une vision et à créer tout ça avec du coup avec Maxime, c'est ça? Exactement. Donc, pour le petit jeu de mots, effectivement, Max de Génie vient de Maxime et Eugénie. On a fondé la société en 2018. On a commencé à vendre nos premiers produits en 2019. Ça a demandé quand même pas mal de R&D sur les produits. Et on est parti de plusieurs constats. Alors déjà, il faut savoir dans le contexte qu'on fait beaucoup de sport. On fait tous les deux beaucoup de triathlon, donc on regarde quand même pas mal ce qu'on met dans nos assiettes. En fait, en 2018, on est parti de plusieurs constats. Le premier, c'est qu'on consommait 4 fois trop de sucre par rapport à ce que recommandait l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, un Français, en moyenne, c'est à peu près 100 grammes de sucre par jour et par personne. Alors, vous allez me dire non, pas moi, mais en fait, ça va très, très vite. Un yaourt aux fruits, c'est déjà 13 grammes de sucre. Vous allez en retrouver dans le jambon, dans les sauces, dans beaucoup de produits transformés. Donc, notre dose quotidienne de sucre augmente très vite et malheureusement, c'est ce qui va créer plusieurs maladies, notamment, ça va engendrer et faire partie des conséquences de plusieurs maladies, notamment le diabète, le surpoids ou les maladies cardiovasculaires. Et le deuxième constat, c'est qu'on passe aussi de moins en moins de temps en cuisine. Alors, ça ne s'est pas révélé vrai pendant les confinements, puisque tout le monde s'est remis un petit peu au fourneau. Mais en France, on a quand même perdu à peu près 25% du temps qu'on passait en cuisine en l'espace de 20 ans. Donc, les gens vont se tourner plus facilement vers des produits aussi ultra transformés qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc, voilà. Et ça vient aussi, évidemment, d'une histoire personnelle, puisque moi, je suis issue d'une famille de meuniers. J'ai grandi dans la boulangerie-pâtisserie depuis toute petite, donc j'ai vraiment grandi au milieu de la farine. Et donc, la pâtisserie, ça a toujours été un sujet très important pour moi, vraiment un moment de partage aussi avec mes proches. Et en 2017, quand avec mes cousins, on avait toujours le plaisir de partager des pâtisseries avec nos grands-parents le dimanche. J'ai malheureusement mon grand-père qui était diabétique de type 2 et j'ai été un petit peu confrontée à la situation du dimanche midi avec le Paris-Brest en bout de table. Mon grand-père qui le regardait avec des grands yeux en se disant ça me donne super envie, mais par contre, je ne peux pas y toucher, sinon je vais faire exploser ma glycémie. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas normal de devoir, entre guillemets, se priver, alors qu'on est dans un moment de partage en famille. Et donc,
pourquoi pas trouver des solutions pour que tout le monde puisse se faire plaisir avec des produits plus sains, des produits qui vont aussi avoir un impact réduit sur la glycémie, puisque mine de rien, aujourd'hui, le diabète, ça touche quand même presque 5 millions de personnes en France. Et en plus, quand on creuse vraiment le sujet, on se rend compte que c'est important, non pas que pour les personnes qui font du diabète, mais pour tout le monde, puisque l'indice glycémique, ça régule vraiment notre énergie au quotidien. Donc voilà, donc l'histoire est partie de plusieurs points, dont les sujets personnels et aussi un fait global qui est qu'on consomme trop de sucre aujourd'hui et trop de produits ultra transformés. Donc on a voulu apporter un peu notre touche à l'alimentation de demain et apporter des solutions qui soient plus saines et plus fonctionnelles aussi en l'espace de 5 minutes top chrono. Bon, ben, franchement, je dis génial. Hein. Moi, je sors là de 2 jours où j'étais à Roubaix sur, du coup, en tout cas, les effets de la nutrition sur la santé dans le cadre du coup d'un ministère, le ministère de la Justice. C'était intéressant parce que du coup, Allô, en tout cas, Sébastien, oui, 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 j'entends très je vous bien. ai perdu. Ah oui, moi j'entends très très Allô, bien. allô. Allô? Allô? Allô, Ah, c'est bon, Eugénie? je suis désolée, je vous ai perdu. Oui, Oui, ben, je vous oui, entends. ok, moi j'entends très bien. Je savais Allô, allô. pas. Oui? Ah bah, je Allô? suis désolée, on s'est perdu. C'est pas C'est bon. grave. C'est pas grave. On est de retour. Oui, je disais que j'ai assisté pendant 2 jours du coup, dans le cadre, en tout cas, d'un colloque qui s'appelle la PJJ promotrice de santé. Non, je vous ai. Allô? En tout cas, Oui, je j'entends vous bien. entends. Moi, j'entends bien. Moi aussi. Bon, bah, c'est super. J'entends bien. Donc voilà, donc je disais que j'ai assisté pendant 2 jours à une sorte de colloque, de séminaire sur la promotion de la santé et voilà, et du coup, il mettait en relief en tout cas l'effet du sport et également l'effet de la nutrition voilà, sur la santé et du coup, les intérêts aussi pour l'ensemble de la population, aussi bien les jeunes que les adultes. Et c'était intéressant. Donc, c'est vraiment un vrai sujet d'actualité quand on voit aujourd'hui que la plupart des jeunes se nourrissent mal, préfèrent aller dans des kebabs ou dans des fast-foods. Je crois qu'il y a un vrai et puis il y a un déficit de sport de cette nouvelle génération qui passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux et qui sont beaucoup addicts aux écrans. Allô? Allô, Eugénie? Je peux... Allô? Allô? Oui, là, je vous entends. J'ai rebasculé sur la Wi-Fi, donc normalement, c'est tout bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon, Magnifique. on va pouvoir Super. reprendre. Désolée encore. Hein. Punaise, je suis complètement. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de. Moi, je suis préparateur mental, donc du coup, je suis habitué à la gestion des aléas. Donc, il y a des choses sur lesquelles on Bon. maîtrise et des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut être focus sur la suite. Et voilà, l'essentiel, c'est qu'on arrive au bout. Alors, Bon. Eugénie, si tu es d'accord, pour qu'on apprenne un petit peu mieux déjà à connaître ta personnalité, je te propose de faire un petit portrait chinois, couplé questionnaire de Proust, pour en savoir un petit peu plus sur tes goûts, tes couleurs, les qualités qui t'animent, etc. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Ok. Alors, Eugénie, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je serais le jaune, puisque je trouve que c'est une couleur qui est lumineuse, dynamique et qui apporte aussi de la joie, je dirais. Et je pense que c'est important dans, dans le monde actuel et qui est aussi une couleur qui est assez challengeante. Et voilà.
Si tu devais choisir un moment de la journée, quel moment de la journée choisirais-tu? Le matin. Le matin, plutôt le matin, puisque je trouve qu'on a plus d'énergie le matin. Et ouais, je choisirais plutôt le matin avec plus de luminosité aussi. Et ça, je trouve que c'est important. Si tu étais un livre, ou si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, quel livre choisirais-tu? C'est une très bonne question. Alors, récemment, j'ai lu le livre de Kylian Jornet. Alors, je lis pas beaucoup, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour la lecture, mais j'ai lu le livre de la biographie de Kylian Jornet et j'ai été très inspirée, de par son parcours sportif et humain. Donc ce serait le livre de Kylian Jornet. Si tu étais une citation, quelle est la citation qui te définirait le plus? C'est difficile comme question, je suis sûre que j'en ai beaucoup qui pourraient me définir, mais j'en ai pas spécialement qui me viennent à l'esprit maintenant. Si je dirais, alors c'est pas vraiment une citation, c'est plutôt une phrase, qui est: «Avant d'abandonner, pense à la raison pour laquelle tu as commencé». Et je trouve que c'est assez fort, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est de revenir vraiment sur, pourquoi on fait ça. C'est un peu une citation. C'est un peu une citation. Alors, si tu devais citer ta principale qualité, ça serait laquelle? J'aime le challenge et je pense que ça, c'est important, et ça c'est vraiment dans ma vie de tous les jours, sur qui je suis et sur mon caractère, donc je pense que ça fait partie de mes qualités. Quel est ton principal trait de caractère? C'est difficile aussi, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Je 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 ne lâche rien. Je pense que c'est ça. La détermination, du coup. Oui, voilà. Je suis très déterminée. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Un petit peu, j'en écoute pas beaucoup, mais j'en écoute un petit peu notamment sur le côté, business. J'écoute le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Si tu étais un sport, quel sport serais-tu? C'est difficile aussi parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Je pense que celui qui me représente le plus, c'est le rugby quand même. Le rugby. Tu as joué au rugby, tu joues encore peut-être? Non, j'y ai joué pendant, je pense, une dizaine d'années, et c'est un sport qui me représente beaucoup puisque déjà c'est un sport d'équipe, qui me faisait beaucoup vibrer, au niveau, d'adrénaline aussi. J'ai beaucoup aimé, cette coordination dans l'équipe et l'adrénaline qu'on pouvait avoir avant le match. Et je trouve que c'est un jeu intéressant de construction aussi de technique, de tactique. Et puis, c'est une belle concrétisation quand on marque un essai, du travail d'équipe. Donc, ce serait potentiellement le sport qui me représente le plus. Alors, comme on est quand même un petit peu dans le côté passionné cuisine et nutrition et sport, quel est ton plat préféré et ton dessert préféré? Très bonne question aussi et très compliqué pour moi d'y répondre, puisque j'ai un milliard de plats préférés. Je dirais que je vais être assez classique dans le dessert préféré, c'est le fondant au chocolat. J'ai un gros faible pour le fondant au chocolat et j'avoue que c'est assez irrésistible. Et pour le plat préféré, j'aime beaucoup les Saint-Jacques. Donc c'est un mets, que je ne consomme malheureusement pas souvent, mais je consomme avec, beaucoup de plaisir dès que j'ai de la chance d'en avoir. D'ailleurs, dans l'entreprise, vous n'avez pas développé un fondant au chocolat, le chocolate lover? Exactement. On a un fondant au chocolat et clairement, ça fait partie de mes préférés. Ok, ok. Allez, une petite dernière. Si tu devais choisir une musique, quelle musique choisirais-tu? C'est vraiment des questions qui sont complexes.
plutôt classique, plutôt R&B, plutôt. Après, tu peux aller pas forcément cibler une musique particulière, mais plutôt un style de musique. Je choisirais une musique des années 80, rock français, ou non, ou pas forcément français, mais une musique de rock des années 80, parce qu'elle me donne la pêche et parce qu'on peut danser dessus facilement. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va revenir sur sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Qu'il a été pas très conventionnel. Mon parcours, qu'est-ce qui m'inspire? C'est une question compliquée. Aujourd'hui, alors peut-être pour remettre dans le contexte, moi, mon parcours, c'est un parcours jusqu'au bac en France. Ensuite, j'ai fait moi toutes mes études à l'étranger. Donc, moi, je suis partie directement en fait, en Angleterre pour faire une école de commerce en Angleterre. J'ai pris un an de césure au milieu puisque j'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, je voulais un petit peu aussi, moi, savoir vers quel terrain m'orienter pour mon avenir professionnel. Donc, j'ai pris un an de césure après 2 ans d'école. Je suis allée travailler un an aux États-Unis, à New York, pour 2 entreprises. La première en supply chain sur des, des, des ustensiles en fait un peu eco-friendly, où je travaillais beaucoup sur la supply chain et c'était très intéressant. Mais un peu du greenwashing. Donc, au bout de 6 mois, j'ai souhaité avoir un peu plus de sens dans ce que je faisais et je suis partie en tant que commerciale pour Saint-Michel, pour les galettes Saint-Michel, les petits biscuits. Donc, ça, c'était super de pouvoir vendre des produits français aux Américains et c'était que du bonheur, en tout cas, de pouvoir vendre notre savoir-faire. Et ensuite, j'ai fait un master à Londres, donc pareil, toujours en école de commerce. Donc, j'ai eu un parcours un peu assez international qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur les cultures différentes, sur les besoins différents des gens, sur la food aussi, dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui est assez étonnant puisqu'on peut considérer que la France est le pays de la gastronomie, mais on est un peu en retard sur les innovations alimentaires, puisqu'en fait, la tradition est très, très ancrée dans nos mœurs. Et après, l'entrepreneuriat, c'est un parcours très, très riche. C'est-à-dire que nous, on a sauté dans l'entrepreneuriat directement après nos études, donc on n'avait pas d'expérience professionnelle plus que ça, à part moi, un an de césure à l'étranger en stage. Donc, c'est un parcours qui nous en apprend tous les jours. On en apprend toujours, évidemment, tous les jours aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance d'avoir des gens autour de nous qui nous ont épaulés pour qu'on puisse faire ce parcours, puisque voilà, c'est pas facile au quotidien et on sait bien que le parcours d'entrepreneur, c'est un peu des montagnes russes. Donc, on a eu énormément de chance d'être très bien entourés, en tout cas, pendant tout ce parcours. Génial. De quoi tu es le plus satisfaite? Je pense de ce qu'on a aujourd'hui pu construire après 4 ans d'entreprise. Je trouve que voilà, même si on a eu des hauts et des bas, et on a eu beaucoup de bas, je pense qu'on peut être fier aujourd'hui de ce qu'on a pu construire, de l'équipe qu'on a aujourd'hui, de nos produits, du fait que les gens nous fassent des retours super et qu'il y ait des gens qui adorent nos produits. Donc, je pense que c'est ça notre plus grande fierté, et notamment d'avoir aujourd'hui, par exemple, alors c'est vraiment une toute petite cible de nos consommateurs, mais on a beaucoup d'enfants qui font du diabète de type 1, donc c'est du diabète généralement à partir ça peut être de 2, 3 ans, 4 ans, c'est assez jeune au cours de leur vie, et on propose vraiment des solutions qui leur permettent de partager des goûters avec leurs copains, de partager des goûters sans trop stresser par rapport à leur glycémie. Et ça, c'est un vrai plus pour des familles et pour les enfants. Donc ça, pour nous, c'est un bonheur au quotidien. Bah ouais, je comprends. Surtout que les enfants, ils aiment quand même beaucoup le sucré. Et en tout cas, on les incite à manger du sucré parce que la nourriture est sucrée. Mais en tout cas, c'est chouette de pouvoir aider les enfants à pouvoir, on va dire, vivre ces moments de partage avec leurs copains. C'est ça, Voilà. pour Ouais. avoir des anniversaires comme les autres, voilà, c'est avoir le goûter de la pause récré comme les autres. Donc ça, c'est un vrai bonheur. C'est important. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à ton parcours? À 3000%, puisque jamais n'est rien, enfin, c'est absolument pas gagné d'avance, de toute façon,
de créer quelque chose. Il y a eu 1000 choses qui nous ont paru impossibles et finalement qui se sont dénouées pour être possibles. Donc oui, moi je crois beaucoup dans cette devise. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Ok, mais en tout cas, voilà, c'est une phrase que je donne souvent dans le podcast parce que très souvent, on se fait une vision de certaines choses qui peuvent nous paraître impossibles parce que souvent, dans le regard des autres, les autres, ça leur paraît impossible, mais très souvent, au final, quand on creuse un peu, finalement, les choses peuvent être largement possibles en se donnant les moyens de les réaliser. Totalement. Et c'est exactement ça. On se donne les moyens de les réaliser. C'est exactement ça. On va parler de mental et on va surtout introspecter le tien. L'objectif, c'est de vraiment nous donner un petit peu, toi, tu es une entrepreneuse, du coup, tu prends des risques chaque jour, hein, parce qu'une entreprise, c'est prendre des risques chaque jour. Et du coup, tu vas nous parler un peu de mental, en tout cas, et de ta philosophie de ce mot-là. Si tu devais le définir, ce mot, le mot mental, comment tu le définirais, toi? Déjà, je lui donnerais la qualité d'être essentielle. Pour moi, c'est 90% du métier d'entrepreneur. Aujourd'hui, le mental, c'est ce qui va nous permettre de tenir la durée, entre guillemets, du marathon de l'entrepreneuriat, hein, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est bien de créer, c'est bien d'avoir une idée, c'est bien de créer une boîte, mais ce qui va être plus compliqué, c'est les montagnes russes qui vont arriver après. Donc, pour moi, le mental, c'est 90% du job d'entrepreneur. Si tu devais décrire une personne dotée d'un grand mental, comment tu la décrirais, cette personne? Je dirais pas que c'est une personne qui réussit tout. Pour moi, une personne avec beaucoup de mental, c'est une personne qui va savoir se relever quand elle tombe parfois bas et qui va se relever plusieurs fois, qui va se dire ok, alors j'ai fait une erreur, mais qui va prendre du recul et qui va analyser un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a pu faire cette erreur et qui va se dire ok, donc la prochaine fois je ferai pas la même erreur et au contraire on va être 2 fois plus fort parce qu'on aura acquis de l'expérience et que le mental voilà, pour moi, c'est pas de tout réussir au premier coup, c'est de savoir se relever en fait quand potentiellement on est tombé. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement? Euh, alors, je dirais que je pense que je le fais pas assez. J'aimerais le faire plus. Euh, En fait, aujourd'hui, dans notre métier, je pense, d'entrepreneur, on est trop dans l'opérationnel, puisqu'aujourd'hui, on est une petite structure, on n'est pas nombreux dans l'entreprise, donc on est beaucoup dans l'opérationnel, ce qui ne nous permet pas de prendre assez de recul pour justement se préparer mentalement. Euh, mais j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire parce que je pense que c'est important. Et malheureusement, parfois, on se rend compte que c'est trop tard et que le mental est un peu lâché quand c'est trop tard et que justement, on aurait dû le travailler un peu en amont pour prendre plus de recul. Aujourd'hui, je sais que tu es sportive, du coup, tu as pratiqué plein de sports. Je pense que quand on a cette culture sportive, on assimile en tout cas une manière de se préparer mentalement, puisque quand on fait des compétitions, c'est un peu voilà, on se prépare. Est-ce que tu arrives à faire des parallèles entre le sport et ta vie d'entrepreneuse? Euh, Moi, à 2000%, pour moi, le sport, déjà, ça fait partie de ma vie. Donc, c'est c'est déjà, de un, c'est essentiel pour moi au niveau du côté entrepreneur pour pouvoir potentiellement 1 ou 2 heures, enfin 1 heure par jour, me dire c'est mon moment de détente, je vais pouvoir me libérer un peu et c'est mon moment où je pense plus spécialement à l'entreprise et que voilà, j'ai besoin de ces moments où je prends un peu de recul, donc ça c'est important. Et au niveau, pour moi c'est très similaire, c'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat pour moi c'est un marathon. C'est pas du fractionné où on fait un court effort sur la durée, il faut pouvoir franchir la ligne d'arrivée jusqu'au bout. Et pour ça, ça va être une mise en place potentiellement d'une équipe, d'une stratégie. Ça, moi, je peux très bien l'assimiler, par exemple, à une mise en place d'un plan d'entraînement pour un triathlon, par exemple, aujourd'hui.
Ça va être potentiellement aller jusqu'au bout. Et pour moi, pour franchir la ligne d'arrivée d'un triathlon aujourd'hui, il faut avoir la niaque, il faut avoir l'envie, il faut pouvoir s'inscrire aux courses parce que voilà, enfin, moi, ça fait partie de mon challenge quotidien aussi. Alors, certains diront que c'est peut-être trop de challenge entre l'entrepreneuriat et la vie sportive. Après, moi, c'est aussi comme ça que je trouve mon équilibre et que je me challenge aussi au quotidien. Mais je pense que dans, euh, dans le mental, en tout cas, le fait d'avoir fait beaucoup de compétitions sportives, ça m'a aussi forgé et ça m'a appris à apprendre à me relever puisque le sport, vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a la version, les paramètres qui sont connus et les paramètres qui sont inconnus. C'est-à-dire que la forme physique le jour de la compétition peut être pas spécialement au top et les aléas de la compétition peuvent faire que potentiellement les résultats ne seront pas ceux qu'on a espérés. L'entrepreneuriat, c'est pareil. On ne peut pas toujours être au top tout le temps. Mais par contre, on sait se relever, on sait analyser pourquoi ça s'est pas bien passé et on travaille d'autant plus fort après pour faire une meilleure compétition et pour relever la pente de l'entreprise. Donc pour moi, je dirais pas que c'est la même chose, mais presque. En tout cas, l'état d'esprit est le même. Oui, oui, c'est vrai. Et puis il y a de la concurrence dans les entreprises, il y a toujours une certaine concurrence. Finalement, c'est une quête vers la réussite, un peu comme les athlètes. Oui, totalement. On va parler de confiance en soi et de droit à l'erreur. Est-ce que ta confiance, elle s'est construite avec le temps et l'expérience ou dès le départ, tu as déjà eu une base de confiance solide? Non, je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en soi. J'ai besoin quand même d'avoir. Enfin, non, clairement, je pense que c'est via l'expérience aujourd'hui. Euh, et puis, la confiance, elle est jamais 100% acquise, entre guillemets. On sait qu'on est sujet aussi à des choses qui vont parfois aller moins bien, que ce soit au niveau du sport ou au niveau de l'entreprise. Donc, elle se construit au fur et à mesure, je pense, avec les expériences qu'on a pu vivre. Euh, elle, je pense qu'elle se fait aussi avec les gens qui sont autour de nous, qui nous accompagnent. C'est pas, je pense, quelque chose d'unique. La confiance en soi, elle se construit, je pense, au fur et à mesure. Ouais. Après, je pense que chacun, c'est un petit peu. En tout cas, pour moi, de mon côté, je pense elle s'est construite au fur et à mesure et elle n'est pas 100% acquise. Aujourd'hui, j'ai encore énormément de choses à apprendre. J'ai beaucoup de travail à faire sur certains sujets. Je sais que j'ai des points faibles, je sais que j'ai des points forts. Et pour avoir cette confiance en moi, je pense qu'il faut que je travaille sur certains sujets. C'est quoi ton positionnement sur le droit à l'erreur? Je suis totalement, et c'est ce qu'on essaie, je pense, de communiquer aussi à notre équipe. Pour moi, le droit à l'erreur, il est au début d'une expérience, enfin, les gens ont le droit à l'erreur à 200%. En commençant Max de Génie, on n'avait aucune expérience dans l'agroalimentaire spécifiquement, apparemment un petit peu chez Saint-Michel. Mais si on n'avait pas eu le droit à l'erreur au début de notre aventure, on n'en serait pas là. Et heureusement, je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est-à-dire on apprend de ses propres erreurs. Et donc, je pense qu'au début d'une expérience, pour moi, le droit à l'erreur, il est important. Au fur et à mesure, je pense qu'il se réduit évidemment, puisque quand on a acquis une certaine expérience dans un domaine, au bout d'un moment, le droit à l'erreur, il faut qu'il soit quand même maîtrisé sur, sur le sujet sur lequel on travaille. Et si on veut s'estimer potentiellement assez expert dans un domaine ou dans un métier, il faut que le droit à l'erreur soit quand même limité, mais je pense qu'on a toujours un droit à l'erreur. L'erreur est humaine, on a le droit de les faire et au contraire, je pense que ce qui est important après l'erreur, c'est de savoir analyser pourquoi l'erreur a été commise et pouvoir potentiellement justement se remettre en question suite à cette erreur. Je pense que c'est surtout le sujet important, c'est de pouvoir se remettre en question et
Et donc, pour moi, le droit à l'erreur, il est humain et donc je suis assez ouverte sur le sujet, à part éventuellement quand on se considère comme expert sur certains métiers, où là, le droit à l'erreur est réduit. Mais encore une fois, pour moi, il faut pas l'oublier et il ne faut jamais l'interdire puisque l'erreur est humaine. Si je te dis le regard des autres, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, ça m'évoquait beaucoup avant mes études en Angleterre, parce que j'étais quelqu'un de très timide. Je faisais très attention à ce que pensaient les gens qui m'entouraient, les autres. C'était très important pour moi. Après un passage en Angleterre où, pour le coup, la culture est un peu plus ouverte, je pense qu'en France, je suis revenue en me disant de toute façon, j'ai rien à perdre, donc pourquoi pas faire ce que j'ai envie de faire et puis les autres, en fait, on s'en fiche un peu et puis je vis ma vie, donc je pense que ce passage en Angleterre et à l'étranger m'a beaucoup aidée justement à me détacher de ce regard des autres. Je suis devenue beaucoup moins timide. J'ai voilà, ça a été un vrai plus pour moi et je pense qu'à partir du moment où on se détache un peu du regard des autres, ça nous laisse un peu plus libre aussi de faire ce qu'on a envie de faire. Donc je pense que moi, j'en ai été un peu malade de ce regard des autres, de par cette timidité un peu maladive au début. Et ça m'a beaucoup libérée justement de pouvoir me détacher de ce regard des autres et de me dire, en fait, bah, de toute façon, tu n'as rien à perdre et tu le fais pour toi, donc vas-y. C'est ton expérience du coup en Angleterre, mais aussi à New York. Je pense que ça t'a aidé. Ouais, ouais, totalement, totalement. Je pense que déjà les cultures anglo-saxonnes sont un peu moins portées peut-être sur ce regard des autres. Alors évidemment, je pense que ça dépend des expériences de chacun, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée à me lancer. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Parce qu'ils ont quand même une plus grande culture de l'entrepreneuriat qu'en France. Oui, et ils ont une culture d'ailleurs de se dire, alors enfin, moi c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est de dire, aujourd'hui en France, on m'a dit que si, l'entreprise ne fonctionnait pas au premier coup, si on voulait recréer une 2e boîte, les banques ne prêteraient pas de l'argent. C'est souvent ce qu'on dit aujourd'hui en France, alors qu'aux États-Unis, au contraire, ils vont regarder le CV, ils vont se dire: «OK, donc vous avez, potentiellement, la première boîte que vous avez fondée, elle est, bon aujourd'hui elle fonctionne plus. Bah, écoutez, justement, on va vous prêter de l'argent puisque, bah, vous avez appris vos erreurs et puis, je suis sûre que sur cette 2e boîte, vous ne ferez pas les mêmes erreurs». Donc c'est pas du tout la même mentalité aujourd'hui. Donc on est plus sur le concept de l'apprentissage d'essais-erreurs et en se disant que bah, du coup, plus on essaie, plus finalement on a des chances de réussite au bout. Après, je pense que les mentalités sont aussi en train de changer en France et on reste dans un très beau pays pour entreprendre. Mais effectivement, je pense que la mentalité, en tout cas anglo-saxonne, sur le sujet, sur l'entrepreneuriat, est beaucoup plus ouverte que les mentalités françaises. Bah, d'où l'intérêt d'aller, quand on fait des études, notamment dans le commerce, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Totalement. On va parler de motivation. Quand on est entrepreneur au quotidien, comment on fait pour se motiver bah, chaque jour? Alors nous, il y a un truc qui nous motive beaucoup, c'est de rencontrer nos clients. Alors nous, on a un produit qui est en B2C, donc on a de la chance de pouvoir les vendre aux clients directement. Et voir l'impact que ça peut avoir sur nos clients, les retours clients, ça c'est une motivation quotidienne qui est incroyable. Donc ça c'est un sujet. Après, on a de la chance d'être 2 cofondateurs, donc quand il y en a un qui est un peu moins motivé, souvent l'autre nous tire vers le haut et inversement. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est surtout d'être bien entouré parce que on a beau avoir un mental d'acier, le marathon de l'entrepreneuriat, il faut quand même pouvoir voilà, le vivre au quotidien. Et nous, ça fait 4 ans aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, il y a eu des fois où moi, au tout début de l'aventure, j'ai appelé mes parents en pleurant en disant: «On n'y arrivera jamais, ça va être terrible», et j'ai eu énormément de chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont dit: «Mais si, en fait, vous allez y arriver, vous allez vous accrocher». C'est et je pense que d'être entouré quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est essentiel. On n'a pas le choix. Il faut avoir des gens qui, au quotidien, nous aident et nous boostent aussi parce que voilà, mentalement,
c'est quand même des charges qui sont lourdes à porter. Et donc, ouais, pour moi, la motivation, elle est effectivement, elle vient du mental d'acier qu'on peut se créer au fur et à mesure, mais elle va venir aussi des gens qui nous entourent, que ce soit de nos clients, des proches, des gens avec qui on travaille. Et pour moi, il faut aller essayer de puiser un petit peu cette motivation aussi dans les gens qui nous soutiennent. Oui, l'environnement, il est important, hein, d'avoir des gens qui soutiennent et qui croient dans le projet. C'est très important. Ouais. Est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? C'est une bonne question. Moi, je dirais qu'à titre personnel, j'aime avoir un plan, me projeter sur le futur. Après, en tant qu'entrepreneur, il faut être extrêmement flexible. Ce plan, on sait très bien qu'il ne sera pas respecté à la lettre. On a beau créer 19 000 business plans. Euh, un exemple type, c'est qu'on s'est lancé il y a 4 ans. Pendant ces 4 ans, on a eu 2 ans de Covid, on a eu la guerre en Ukraine, des inflations de matières premières, des ruptures de matières premières. Honnêtement, si vous m'aviez dit il y a 4 ans, construis-moi ton business plan et dis-moi potentiellement comment va se passer ces 4 prochaines années, jamais on aurait pu prédire le Covid ni la guerre en Ukraine. Donc oui, je pense que c'est important de savoir où on va. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai besoin de savoir où je vais. Par contre, je pense qu'une qualité principale d'un entrepreneur, c'est de savoir être flexible et de savoir rapidement se retourner et s'adapter en fait aux conditions actuelles, puisque voilà, les 4 dernières années nous ont prouvé à quel point il fallait savoir potentiellement se retourner sur des idées potentiellement différentes, se retourner sur d'autres fournisseurs de matières premières, se retourner sur des canaux de distribution différents. Et je pense que cette flexibilité, elle est clé, puisque on a beau imaginer un plan parfait et au final, on sait que ça se passe jamais comme ça. Et même les investisseurs savent que le business plan potentiellement va varier en fonction des conditions sur les prochaines années. Donc, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui fonctionnent très très bien juste sous la pression et qui n'ont pas besoin d'avoir de plan. Moi, dans mon type de caractère, j'ai besoin d'avoir en tout cas un plan un peu plus long terme. Mais ce qui reste clé, c'est de s'adapter et d'être flexible tout au long de ce plan-là. Bah oui, oui, l'adaptabilité, c'est un peu comme dans le sport, hein. Dans le sport, on ne sait jamais comment, on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou de quelque chose qui fait que bah, finalement le plan n'est pas celui qu'on s'était mis au départ et on Ouais. réadapte, quoi. Ouais. L'objectif, l'objectif étant d'aller vers l'objectif. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Et oui, je pense que ça résume super bien en fait, parce que c'est exactement de dire, bah voilà, on a un plan, l'objectif c'est ça, mais bah, on peut y aller par le chemin X ou par le chemin Y, mais il va falloir s'adapter à chaque fois pour aller vers l'objectif. Ouais. C'est ce que font très très bien les enfants d'ailleurs. Et qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que quand ils ont une idée en tête, ils vont utiliser tous les stratagèmes qui sont à leur disposition pour pouvoir, à un moment donné, s'ils ont un non, ben, hop, ils vont passer à côté pour obtenir un oui, ou en tout cas, ils vont trouver une stratégie pour essayer d'avoir ce qu'ils veulent. Donc, c'est toujours Oui, intéressant de garder ça en tête. et ils ont beaucoup d'imagination, effectivement. Et je pense il faut garder cette innocence aussi des enfants et leur imagination pour justement s'adapter aux différentes situations. On va parler un peu de pression et de stress. Je suppose que bah, voilà, quand on est entrepreneur, on vit la pression, on peut vivre des stress positifs ou des stress plutôt inhibants. Comment tu fais pour gérer au mieux ces périodes-là? Est-ce que tu as des techniques, des choses que tu utilises? Alors, j'aimerais vous dire que je fais beaucoup de méditation et que je fais du yoga. Je n'ai pas le temps, malheureusement. J'aimerais beaucoup plus mettre en place ce genre de choses. J'ai beaucoup entendu parler de la sophrologie, etc. Donc, ça, c'est des sujets que j'aimerais vraiment travailler sur le long terme. Aujourd'hui, moi, mon seul moyen pour décompresser un petit peu, c'est le sport. Euh,
j'essaye d'en faire au moins une heure par jour. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup à me sortir un petit peu du quotidien de l'entreprise, puisque bon, c'est vrai que ça reste une charge mentale qui est quand même assez importante. Mais voilà, pour l'instant, moi, c'est que le sport, mais j'aimerais creuser dans plus de sujets de sophrologie ou des sujets voilà, un petit peu plus spirituels aussi, puisque je pense que c'est important pour le long terme, vraiment de stabiliser aussi ce côté stress et charge mentale. Oui, on en parle beaucoup de la santé mentale et c'est vrai que le sport, c'est une vraie solution je veux dire, pour pouvoir se défouler, s'oxygéner. Alors après, il y a tout type de sports qui peuvent être utiles à chacun. À chacun de choisir, comme je dis, c'est à chacun de choisir le sien. L'objectif étant de choisir un sport qui nous plaise et qui nous passionne, où on va se tenir à en faire régulièrement. Et pas j'en fais un jour et puis j'arrête une semaine et de tenir sur la régularité, quoi. C'est Ouais. un peu ça. Allez, une de nos dernières questions. Pour avoir une force mentale, il paraît qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je, je, je suis pas à 100% d'accord. Je pense qu'on a le droit à des breakdowns. Je pense qu'on a le droit de lâcher de temps en temps. Je pense qu'au contraire, ça décharge mentalement. Et, euh, et au contraire, je pense que si on est toujours à fond et qu'on ne laisse jamais rien transparaître, ça peut être dangereux justement pour arriver jusqu'à l'objectif. Donc, moi, mon caractère est quand même d'être déterminé, de ne jamais rien lâcher. Mais je m'autorise quand même sur le long terme à me dire, OK, là ça va pas, tu peux relâcher un petit peu, tu as besoin de prendre du recul. Et justement, c'est ce qui va me permettre sur la durée de rien lâcher. Donc, après, encore une fois, je pense que c'est des sujets qui sont très personnels et qui dépendent du caractère de chacun. Euh, mais moi, j'aurais tendance à dire qu'au contraire, la force mentale, en fait, elle est plutôt dans le sujet de se rendre compte quand on a besoin de prendre du recul et justement de lâcher un petit peu. Euh, et justement pour ne rien lâcher en fait sur la durée. Ok. C'est des questions qui sont compliquées quand même, hein. C'est des questions qui sont profondes, dans lesquelles je ne suis pas spécialisée, mais c'est très intéressant et j'aimerais bien m'y pencher plus, puisque je suis convaincue que c'est 90%, je le disais tout à l'heure, du métier d'entrepreneur, de pouvoir aussi gérer cette charge au quotidien et mentalement de pouvoir être au top tout le temps. Oui, mais de toute façon, moi je compare souvent les entrepreneurs à des athlètes. C'est comme dans le sport, il y a une quête et il faut s'entraîner quotidiennement pour pouvoir aller sur un résultat qu'on ne connaît pas d'avance. Donc, on peut juste se donner l'intégralité des moyens pour se donner cette chance de réussir, mais on ne sait jamais le résultat final, s'il va être, on va dire, au-delà de nos espérances, un petit peu moins. Enfin, donc, voilà, la seule chose qu'on peut se dire, c'est de se donner tous les moyens, de travailler, d'aller faire les choses avec passion et envie, parce qu'on sait très très bien que sur le côté motivation, ce qui vient nourrir en tout cas cette quête, c'est le plaisir de le faire et ensuite ressentir que chaque jour on progresse dans ce qu'on fait. Et c'est ce qui vient aussi entretenir la flamme, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout évoqué sur ce qui nous donne la motivation, mais oui, c'est le côté de se rendre compte aussi qu'on avance, en fait, qu'on monte chacune des étapes et qu'on se dirige vers l'objectif. Et ça, de se rendre compte du chemin parcouru aussi, c'est très motivant. Ouais. Merci beaucoup Eugénie en tout cas pour cette interview et puis sur ton témoignage et sur ta vision des choses, sur cette partie un peu mentale de l'entrepreneur, mais si on a fait aussi des liens avec le sport. Alors, la tradition veut que l'invité clôt le podcast avec quelque chose qui te tient à cœur de relayer auprès des auditeurs, quelque chose
ouais, vraiment qui a du sens pour toi et que tu as envie en tout cas de communiquer. Ouais, Sébastien, tu n'arrêtes pas de me poser des cols à des questions que je, que je n'ai absolument pas préparées. Déjà, je me permets de te remercier pour l'accueil du podcast. C'était très agréable et très sympa et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et alors, pour clôturer le podcast, non, pour potentiellement les auditeurs qui nous écoutent, je pense que ce qui est important, c'est déjà de croire en ses rêves et de justement faire que l'impossible peut être possible. Je pense que si on s'en donne les moyens aujourd'hui, ça sera tout à fait faisable. L'entrepreneuriat, c'est un parcours qui est très enrichissant, qui nous nourrit au quotidien. Alors c'est challengeant, encore une fois, mais je pense que bien accompagné, c'est quelque chose qui crée qui on est aussi, donc voilà, pour moi, il faut rien lâcher sur ses rêves et il faut se faire accompagner du mieux que vous pouvez justement pour les réaliser. Et voilà, c'est à peu près tout de croire dans vos projets et c'est surtout ce qui me tient à cœur parce que moi, je trouve que l'entrepreneuriat est une aventure formidable et que moi, on s'enrichit tous les jours de rencontres qu'on peut faire, des projets qu'on lance. Donc, euh, donc, c'est une chance incroyable, je pense, de pouvoir être entrepreneur. Merci beaucoup, Eugénie. Si on veut Merci à toi, retrouver, Sébastien. en tout cas les différents produits que vous avez créés, on peut aller les retrouver où? Sur notre site internet www.maxdegenie.com et également en magasin bio, dans certains magasins bio un petit peu partout en France, notamment des magasins comme La Vie Claire, Biocoop, Naturalia, Bio C'est Bon, Sobio. Donc là, vous pouvez retrouver nos produits. N'hésitez pas à aller voir une petite carte sur notre site internet pour voir les magasins qui nous commercialisent. Et puis après, sur les réseaux sociaux aussi, on a un compte Instagram, on répond à tous nos messages. Donc, on est ravis, en tout cas, d'avoir vos retours sur les produits. Et même, voilà, si vous voulez nous poser des petites questions, on est ravis de vous avoir sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et puis, Merci à toi, Sébastien. écoute, je souhaite une longue vie à votre aventure entrepreneuriale, parce que c'est chouette de pouvoir œuvrer, en tout cas, pour du coup la santé du plus grand nombre, et voilà, de réduire le sucre, et puis et voilà quoi. Qui dit bonne santé, dit moins de médicaments et plus de bien-être, donc c'est chouette. Exactement. C'est plutôt du préventif que du curatif, c'est pouvoir se faire plaisir avant. Et puis surtout, nos produits sont quand même gourmands, donc voilà, c'est aussi le plaisir avant tout. Merci beaucoup, c'est vrai, le plaisir Merci à avant toi, tout. Sébastien. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, à très bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.